Bonjour tout le monde, regardons ensemble la dernière partie du chapitre 5 sur le choix d'une pièce sécuritaire en sollicitation axiale. Donc on a déjà parlé de la contrainte qui est une force qui est répartie sur une surface, on a vu les diagrammes de contrainte-déformation, puis maintenant on va mettre nos connaissances ensemble pour atteindre le but ultime du chapitre numéro 5, être capable de déterminer quel matériau serait capable de supporter de façon sécuritaire certains types de charges. C'est parti! Donc, ce qu'on va chercher à déterminer, puis ce qu'on va utiliser vraiment comme la notion qui arrive dans cette section-là, c'est la notion de contrainte admissible. Donc, on va noter la contrainte admissible avec sigma W. W en anglais pour workable. Donc, ça, c'est la contrainte qu'on va appeler la contrainte admissible. Il peut aussi y avoir une contrainte admissible en cisaillement ou en tension-compression. Les formules vont être exactement les mêmes dans un cas ou dans l'autre. Donc ça, on dit que c'est la contrainte maximale que notre poutre va pouvoir supporter de façon sécuritaire. Ensuite, la contrainte admissible peut être basée sur deux critères différents. Elle peut être basée soit sur la contrainte ultime du matériau ou soit sur le seuil de plasticité du matériau. Donc ça se peut que le but, ça soit que le matériau, clairement, on veut jamais que le matériau brise, mais il y a certains matériaux pour lesquels ça va être plus facile d'établir une contrainte admissible basée sur la contrainte ultime de ce matériau-là. Donc, on va prendre la contrainte ultime, on va se garder une certaine marge de manœuvre de sécurité, puis on veut aussi pas que nos matériaux se déforment de façon permanente. Donc, il y a d'autres matériaux où est-ce qu'on va plutôt se baser sur le seuil de plasticité, le sigma Y, et encore une fois, c'est garder une certaine marge de manœuvre. Donc, on sait toujours qu'on ne veut pas atteindre la contrainte ultime ni le seuil de plasticité pour n'importe quel matériau. Ça veut dire qu'on va s'établir un facteur de sécurité qu'on va appeler tout simplement N. N, ça va être le facteur de sécurité, puis il n'y a pas d'unité. Le facteur de sécurité est juste là pour représenter le fait qu'on se garde une marge de manœuvre. Donc, on ne veut pas que notre contrainte admissible soit trop proche de la contrainte ultime, parce que si jamais la charge que le bâtiment supporte venait à changer parce que le bâtiment change de fonction ou parce que notre poutre a un tout petit défaut dans sa construction ou il y a une charge imprévue, le matériau se dégrade avec le temps, on veut toujours se garder un certain facteur de sécurité. On va utiliser NU pour parler d'un facteur de sécurité basé sur la contrainte ultime, puis NY pour un facteur de sécurité basé sur le seuil de plasticité. Donc, ce que ça représente, le facteur de sécurité n'a aucune unité, c'est vraiment juste un chiffre. Plus ce chiffre-là est gros, plus ça veut dire qu'on s'est gardé une grosse marge de manœuvre, ça veut dire qu'on a été comme plus prudent dans le choix de notre contrainte admissible. Donc, exemple, un facteur de sécurité de 4 basé sur la contrainte ultime voudrait dire que la contrainte admissible serait 4 fois plus petite que la contrainte ultime. Fait que si la contrainte ultime, c'est 100 mégapascales, à 100 mégapascales, mon matériau va briser. Avec un facteur de sécurité de 4, ça veut dire que ma contrainte admissible, au lieu d'être 100 mégapascales, ça serait 25 mégapascales, 4 fois moins. Donc on dit, on va s'assurer que le matériau ne supporte jamais une charge qui fera en sorte que la contrainte va dépasser 25 mégapascales. Comme ça, même si ça dépasse un peu, on est encore loin de la contrainte ultime. Donc voici quelques équations. C'est pas tant des... en fait, toutes ces équations-là se ressemblent vraiment beaucoup. C'est juste comment calculer la contrainte admissible en utilisant la contrainte soit ultime, soit le seuil de plasticité et le facteur de sécurité. Donc, comme je disais tantôt, si j'ai un matériau qui a une contrainte ultime, par exemple, de 100 mégapascales, avec un facteur de sécurité basé sur la contrainte ultime de 4, 100 divisé par 4, ça me ferait une contrainte admissible de 25 mégapascal. Donc les 4 équations ici fonctionnent exactement de la même façon. Des fois, on va vraiment le dire explicitement qu'on a un facteur de sécurité basé sur la contrainte ultime. Dans ce cas-là, on utilise cette équation-là. Si on dit que notre facteur de sécurité est plutôt basé sur le seuil de plasticité, on va utiliser plutôt cette équation-là. Les deux équations de gauche, c'est si on est en compression ou en tension. Les deux formules de droite sont si on fait du cisaillement, mais comme vous voyez, les formules sont toutes à peu près exactement pareilles. Dans le tableau qu'on a ici, on n'aura pas vraiment besoin d'aller se référer à ce tableau-là pour aller prendre des valeurs. C'est juste pour se donner une idée de environ qu'est-ce qu'on choisit, comment on détermine un facteur de sécurité, comment on le choisit. Vous n'aurez pas à choisir des facteurs de sécurité.
Donc, dépendamment si la charge est fixe ou variable, ben, si la charge est variable, on va se garder une plus grande marge de manœuvre. Et s'il y a des impacts, on va se garder une encore beaucoup plus grande marge de manœuvre. Pour les matériaux qui sont fragiles, on prend des indices, des facteurs de sécurité plus grands. Pour les matériaux ductiles, on peut se permettre d'en prendre des légèrement plus petits. Vraiment juste pour se donner une idée de ordre de grandeur. Ensuite, avec la contrainte ultime, on peut calculer plusieurs choses. Le genre de choses qu'on va faire avec la contrainte, admissible, on va des fois vouloir calculer la force ou la charge maximale qu'une poutre peut supporter. Donc, si je connais la contrainte admissible, puis que je connais la dimension de la poutre, je vais être capable de calculer c'est quoi la force totale en newton que cette poutre-là peut supporter. Puis pour calculer ça, la logique est que on a notre formule, comme on a toujours notre formule qui dit qu'une contrainte, c'est une force divisée par une surface. C'est juste que dans le scénario où est-ce que je connais la surface de la section transversale de la poutre, je connais les dimensions de la poutre, mais ce que je vais être capable de calculer en connaissant la contrainte admissible, c'est la force totale que ma poutre est capable de supporter. Donc ici, on va dire que c'est la force maximale que la poutre peut supporter. C'est quelque chose qu'on va être capable de calculer. Puis sinon, des fois, le problème est juste inversé. Donc je connais ma contrainte admissible, je connais la force que ma poutre doit supporter. Puis maintenant, je dois choisir une poutre qui va être capable de la supporter. Donc je dois déterminer la surface de la section transversale que ma poutre doit avoir pour supporter la charge. Cette surface-là qui va être déterminée, ça va être une surface minimale parce que, faut y penser dans le fond. La surface qui va faire en sorte qu'on est capable de supporter la charge de façon sécuritaire, si je prends une poutre qui est encore plus grosse, qui a une encore plus grande surface, parfait, ça va être encore plus facile pour elle de supporter la charge de façon sécuritaire, mais ça va vraiment me donner la surface minimale que ma poutre doit avoir pour être capable de supporter la charge que je veux lui appliquer. Donc, c'est pas deux nouvelles formules, c'est la même formule sigma égale F sur A. C'est juste pour comprendre qu'on peut, si je connais le A de la poutre, je vais pouvoir trouver la force maximale que la poutre peut supporter. Si je connais la force que ressent la poutre, je vais pouvoir calculer la surface minimale que la poutre doit avoir. Donc, je peux aussi avoir ces formules-là avec la contrainte en cisaillement, c'est exactement la même chose, c'est exactement le même concept. Dernière chose à dire sur les choix de pièces sécuritaires. Il y a beaucoup de nos problèmes qui vont être basés sur la contrainte admissible. Donc, on doit s'assurer que la contrainte sur notre matériau ne dépasse pas une certaine quantité. Il y a certains scénarios où est-ce qu'on va aussi des fois exiger que notre matériau ne se déforme pas de plus qu'une certaine longueur. Donc, des fois, on va dire ma poutre, par exemple, où j'ai un câble d'acier, puis je veux pas qu'il s'allonge de plus de 2 mm parce que c'est quelque chose qui est important dans ma structure. Donc, ça se peut qu'en plus de la contrainte admissible, on parle aussi d'une limite d'allongement. L'allongement, c'était le delta. Le delta, on l'a déjà défini au début du chapitre. Le delta, si vous vous souvenez bien, c'est juste la différence entre, c'est la longueur, dans le fond, finale de notre objet. Moins la longueur initiale. C'est de combien la longueur de notre objet a changé. Fait que ça se pourrait qu'on nous dise que notre câble, je veux pas qu'il allonge de plus de 2 mm sous l'effet de la tension. Ça peut être un critère de plus qui est ajouté. Fait que comment on va faire pour satisfaire ce critère-là? On va utiliser les trois équations qu'on a vues dans la première partie du chapitre numéro 5. Puis en combinant ces trois équations-là ensemble, vous voyez qu'on a le delta qui est ici. On va trouver une formule pour calculer le delta qui fait intervenir d'autres quantités qu'on est capable de mesurer. Fait qu'en mélangeant ces trois équations-là ensemble, en substituant une dans l'autre, on obtient cette équation-là ici, qui n'est pas une nouvelle équation, qui est juste une combinaison des trois premières, sauf qu'elle nous permet de explicitement calculer le delta, la déformation, à partir de quantités qui vont des fois être plus faciles à identifier dans le problème. Donc le module d'élasticité, le E, ça dépend du matériau qui est utilisé. Fait que des fois, on va être capable de le lire dans une table. On a la surface de notre poutre, on a la longueur, il faut le voir comme la longueur initiale de notre poutre, puis on a la force que la poutre va être capable de supporter. Donc, ça se peut qu'avec ce genre de problème-là, on veuille aussi calculer c'est quoi la surface minimale pour être capable de supporter la charge. Ça se peut qu'on calcule la force maximale que notre poutre peut supporter. C'est ce genre de calcul-là qu'on va vouloir faire.
Donc, je vous montre ici, c'est tout pour la théorie. Il va nous rester quelques exemples à regarder. Je vais vous faire une vidéo solution pour chacun de ces exemples-là. Je vous présente le premier problème. Donc, on nous dit qu'on a une poutre qui doit supporter une charge de 300 kN en tension à une de ses extrémités. On dit que la contrainte ultime pour cette poutre est de 280 mégapascales, puis on vous donne le facteur de sécurité qui est basé sur la contrainte ultime, qui est de 4. On aimerait calculer la surface minimale de la poutre qui va respecter la contrainte admissible. Donc je vous laisse essayer ce problème-là, je vous fais une solution.